Moi, je suis originaire du bout de la péninsule, de Saint-Georges-de-Malbaie, un petit village où il y a déjà eu pas mal du monde, qui est un petit village qui est situé entre Gaspé et Percé. J'ai toujours aimé l'histoire. Puis quand on est jeune, on aime beaucoup l'histoire internationale, les guerres mondiales, ces choses-là. Notre patelin, il ne tient pas nécessairement, on pense qu'il ne s'est jamais rien fait. Puis, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke, ça touchait surtout les relations internationales au 20e siècle. J'ai rendu à la maîtrise, maintenant, il a fallu que je me trouve un sujet de thèse. Et puis, je me suis dit, m'en faire ça sur mon coin de pays. Mais mes études au niveau de l'international influencent mon approche en histoire régionale, et mon approche en histoire régionale est influencée par ces contacts qu'on a avec l'extérieur. On pense souvent qu'en Gaspésie, on a eu une histoire en vase clos. C'est un autre mythe. La Gaspésie a toujours été ouverte sur le monde. L'historien est passionné et ne cesse de brandir sa culture et défendre son territoire. Il œuvre avec différents groupes, créateurs et organismes. Il est une référence pour plusieurs. Professeur, il questionne, cherche à développer l'intérêt, la réflexion, la curiosité sur notre histoire, notre parcours, notre identité. Si je te pose une question, puis je la pose à nos auditeurs en même temps, OK? Quelle est la première richesse que les Français, à l'époque de la Nouvelle-France, sont venus exploiter dans toute l'Amérique du Nord? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? La réponse classique, c'est la fourrure. Pourquoi qu'on nous enseigne ça? Puis tout à coup, j'ai réalisé que l'histoire du Québec, elle est écrite dans quelle ville? À Montréal, Québec, en passant par Trois-Rivières. Montréal, Québec, Trois-Rivières, à l'origine, c'est quoi? Des postes de traite de fourrure. Ils écrivent leur histoire. La plus grande richesse qu'on est venu chercher en Nouvelle-France, tout le long du régime français, et même, je dirais, avant, parce que les Basques étaient ici avant Jacques Cartier, ici même à Passepébière, la plus grande richesse qu'on est venu chercher des années 1500 jusqu'en 1763, fin du régime français, c'est pas le poisson, c'est la morue. Cette fameuse morue salée séchée, elle était très, très convoitée. Et moi, j'ai enseigné que c'était la fourrure et la morue en deuxième. Je me suis trompé. J'enseigne tous les cours d'histoire, mais j'ai monté un cours unique qui se donne nulle part ailleurs, dans aucun cégep, et j'ose dire nulle part ailleurs au monde parce que c'est la vérité. Un cours qui s'appelle simplement « Histoire de la Gaspésie ». Défenseur de notre histoire, de notre société, l'homme a aussi des écrits à son actif. Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien est une étude sur la négligence faite à la région par Québec et en traitant des années 60-70, il éclaire le phénomène qui semble se reproduire aujourd'hui. La première des choses qu'on peut faire pour se conscientiser, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Si on veut réagir à ce qui se passe, il faut comprendre les actions négatives qui expliquent la situation actuelle. Okay? Il n'y a pas de malchance qui nous est tombée sur la tête. Okay? Ce n'est pas inéluctable non plus. Il s'agit d'avoir un peu de volonté. Et de volonté, on va dire, on va se porter notre entreprise. Ça commence avec une volonté politique. Il faut que des gens croient à l'occupation du territoire. Et moi, par le biais de l'étude des villages qui ont fermé dans l'arrière-pays, c'est quelque chose qui m'aide à comprendre ce qui se passe dans le pays de la Gaspésie aujourd'hui. En fait, l'arrière-pays, c'est un prétexte. OK? Parce que quand je parle de fermeture de l'arrière-pays, j'anticipe ce qu'on pourrait faire dans l'avant-pays, quelque part. Et je dis toujours que, malheureusement, il n'y a pas de plan officiel pour fermer la Gaspésie. J'ai bien dit malheureusement. Parce que s'il y avait un plan officiel, on pourrait se battre contre quelqu'un d'officiel. Mais c'est beaucoup plus pernicieux que ça. OK? C'est qu'on coupe à gauche, on coupe à droite, un petit peu, comme on a fait dans l'arrière-pays. Et après, on dit, c'est pas utile. Il n'y a rien là-bas. Et les gens s'en vont tranquillement. On coupe toutes les choses que vous savez, comme le train, par exemple, la poste, les écoles. Les instances de développement. Absolument. Les CLD. C'est grâce aux CLD de la MRC du Rocher-Percé que j'ai pu faire mes recherches
sur mon livre « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien ». Ce soir, je suis sur une période absolument extraordinaire de l'histoire gaspésienne. J'explique qui sont les fameux Anglo-Normands, dont on ne parle pas dans l'histoire canadienne. Charles Robin, je ne dirais jamais que c'était un bon gars. C'était un homme d'affaires de son époque. Et s'il n'avait pas exploité les Gaspésiens comme il les a exploités, on n'en parlerait pas. Mais il y a une nuance entre les Anglo-Normands et les quelques compagnies anglo-normandes qui ont exploité la région. Et c'est cette nuance-là que peu de gens font. Ils mettent tout le monde dans le même panier. Charles Robin est-il un esclavagiste ou un exemple parfait de l'entrepreneurship? Vous savez, la vérité, c'est souvent entre deux. Et il y a des gens qui ont dit toutes sortes de choses sur les Anglo-Normands. Antoine Béchard disait, mon Dieu, dans les années 1870, je pense à peu près, là, que c'était une race de vampires. Il n'a pas dit que Charles Robin était un vampire. Il a dit que les Anglo-Normands étaient une race de vampires. Ça, c'est pas la même chose. Un individu, c'est une affaire, mais quand tu mets toute la gang ensemble, ça, c'est autre chose. Parce qu'en même temps, il y a d'autres personnes qui sont ce qu'on appelait des Canadiens français, qui vont eux autres aussi exploiter les Gaspésiens. Et excusez-moi si vous êtes très, très religieux, mais les Canadiens français qui étaient en Gaspésie, eh bien, il y avait des toutes petites maisons puis des grosses églises. Puis c'est eux autres qui payaient, OK? Je ne suis pas contre les églises, j'adore les visiter. Mais ce n'est pas nécessairement un groupe ethnique ou d'une langue qui en exploite un autre. C'est les élites, très souvent dans les sociétés, qui exploitent les plus pauvres. C'est l'histoire d'une vie, d'une profession, d'une vocation, de faire la lumière sur une société, ses conflits, ses enjeux, ses ressources, afin qu'elle ne se tarisse pas.